brightest day In darkest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those who worship evil sight beware my power. green lantern Listen. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien le bonjour les Anxieuses, et on se retrouve aujourd'hui pour d'autres petites rétrospectives sur la série JLA, initiée en 97 par Grant Morrison et Mark Waid. C'est publié chez Urban Comics sous le titre Justice League of America. Ça coûte 368 pages pour 30 balles. Nous en sommes rendus au tome 5 et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas marqué Grant Morrison. Ah, ça nous permet de redescendre un petit peu sur terre et de souffler. Ouvrir nos chakras. Voilà. Parce que moi, après 4 tomes de Morrisonnerie, si tu veux, j'en avais mais jusque-là. Mark Waid, il a toujours été là. Sur cette série, il se contentait juste d'écrire 1 ou 2 épisodes, à droite, à gauche. En plus de sa maxi-série en parallèle, JLA Year One, qui nous racontait l'origine story de la Justice League originale, si ce n'est que Black Canary remplaçait Wonder Woman. Mais voilà, Mark Waid, il a toujours été là, dans le coin. Hein. Et là, c'est lui qui prend les rênes de la série principale. Pour notre plus grand plaisir. Et il commence très très fort avec un arc qui s'appelle Tower of Babel. Attention à ce que je vous montre. Qui est l'arc qui nous intéresse, d'ailleurs c'est celui qui a donné le nom au bouquin. C'est pas le plus long du tome. Il fait 4 épisodes plus un épisode spécial dans mes souvenirs. Il commence à l'épisode 43 jusqu'à l'épisode 46. Donc c'est pas l'épisode le plus long, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est le plus intéressant. Celui qui propose vraiment quelque chose de novateur. Et moi, j'attendais quelque chose de neuf parce que Grant Morrison, c'était tout le temps, constamment la même histoire. À un moment donné, c'est bon quoi. Tower of Babel, ça a été adapté en 2012 dans un film d'animation qui s'appelle Justice League Doom, que je vous conseille parce que c'est très clairement un des meilleurs films d'animation concernant la Justice League, même si la première partie est quand même bien au-dessus de la deuxième. C'est pas parfait, mais voilà, ça vaut quand même le coup d'œil. D'autant plus que les deux œuvres sont sensiblement différentes en fait. En tout cas, suffisamment différentes pour justifier à la fois le visionnage de Justice League Doom et la lecture, d'un autre côté, de la version papier de Mark Waid en fait. Voilà, parce qu'il y a quand même des différences assez importantes. Déjà au niveau du casting, ici on constatera que nous avons tac, je vais essayer de vous les trouver. Plastic Man et Aquaman, en plus de ce qu'on a pu voir dans le Justice League Doom. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose, j'ai été quelque peu exaucé en fait, parce que vous vous souvenez que sur la vidéo du tome 4, je râlais un petit peu sur la Justice League de Grant Morrison, que je trouvais beaucoup trop étendue à mon goût. Il y avait trop de gens là-dedans en fait. Huntress, Orion, Big Barda, Zoriel. Putain, Zoriel. T'es qui, toi? C'est qui ce clodo? Style. Et du coup, je trouve que le groupe perdait un peu de sa superbe. C'était plus l'élite, tu vois. Moi, j'aime bien le côté vraiment élite de la Justice League. Pour moi, ça doit être les meilleurs. Ça doit être un groupe restreint, un noyau soudé et fort avec les meilleurs talents de l'univers d'ici. Et c'est pas du tout ce qu'on avait chez Morrison. Et là, Mark Waid, qui je pense est un amoureux de la Justice League originale, celle de 1960, lui il revient justement à ce noyau des 7. Voilà, les membres originaux, à savoir qu'il y a Plastic Man en plus. À une époque, j'aurais peut-être été contre la présence du Plastic Man dans la Justice League, mais il faut savoir que depuis j'ai lu la Justice League de Joe Kelly, celle de Grant Morrison et donc celle de Mark Waid, et ces 3 auteurs m'ont convaincu en fait de l'importance du personnage. Déjà, c'est un personnage qui est très intéressant, O'Brien. Il y a un passif de malfrat, enfin voilà, avec lequel il n'a pas totalement fait la paix. On sent qu'il a encore des griefs vis-à-vis de celui qu'il a été. Donc déjà voilà, il y a quoi développer. Et puis au niveau de l'utilisation de ses super pouvoirs, le mec il a un potentiel infini. Surtout chez Joe Kelly, où à chacune de ses apparitions, le mec épousait une forme complètement différente. Quoi. À chacune des cases dans lesquelles il apparaissait, il n'avait pas la même forme. Et franchement, Joe Kelly s'éclatait à nous écrire Plastic Man, et même Grant Morrison et Mark Waid, ils l'écrivent parfaitement. Quoi. Et tu te rends compte vraiment des capacités quasiment infinies de ce mec. Il est
hyper talentueux et hyper important. C'est pas lui qui va botter le cul du super vilain à la fin. Ça, c'est plutôt le rôle qui revient à Superman ou peut-être à Wonder Woman, vraiment au meilleur, quoi. Mais Plastic Man, il est là en soutien, il remplit parfaitement sa tâche et il sauve pas mal de fois le cul à ses collègues quand même. Et d'autant plus que ses facultés physiques lui permettent de changer en n'importe quoi, lui permettent de survivre à tous les éléments, quoi. Il passe à travers la flotte, tu sais, je veux dire, il se transforme en bateau gonflable, il peut voler en se transformant en montgolfière. Bref, le mec est quand même assez craqué et du coup, sa présence dans la Justice League ne me dérange pas, ce constat étant fait. Au niveau de la caractérisation, on est sur clairement un comic relief avec un humour un peu graveleux, un peu beauf, dirais-je même. Pas forcément du meilleur goût. C'est peut-être ce qui va en déranger plus d'un. En tout cas, moi, c'est ce qui me dérangeait surtout chez Joe Kelly. Bon, là aussi, hein, il a toujours des sorties un peu, pas vulgaires, mais pas spécialement très, très subtiles, quoi. De l'humour un peu gras qui fait pas rire, quoi. Euh, Ça me dérange pas plus que ça à partir du moment où c'est le seul comic relief du groupe. D'habitude, c'est le rôle qui revient, on va dire, à Hal Jordan ou à Flash, mais ici, Hal Jordan n'existe pas, enfin, pas en tant que Green Lantern dans le groupe en tout cas, et ce Flash est beaucoup plus effacé. C'est Wally West, c'est pas Barry Allen, et Wally West, je le trouve assez effacé, bizarrement, dans cette Justice League, quoi. Il fait le boulot, mais c'est tout, quoi. Donc du coup, voilà, il faut bien un peu de relief dans cette équipe avec un personnage humoristique et ce rôle est donc décerné à O'Brien. Voilà, Plastic Man, qu'on applaudisse. Donc pourquoi pas, il est tout seul, ça me dérange pas. Bref, donc on a un changement de l'équipe par rapport à la version animée et puis au niveau du super vilain également, c'est pas tout à fait le même. Alors, je vais pas spoiler qui est le super vilain ni dans l'animé ni dans le comics, comme ça si vous avez ni vu l'un ni vu l'autre, ben, au moins voilà, vous ne serez pas spoilé. Donc, dans les deux cas, je trouve que les personnages sont bien utilisés. Les super vilains sont bien utilisés, ils sont dans leur jus, dans leurs éléments, peut-être plus dans la version papier pour le coup. C'est pas un super vilain avec lequel j'ai une grande affinité, c'est pas un super vilain que j'aime d'habitude, plus que ça, on va dire, sans qu'il me dérange non plus outre mesure, mais voilà, là, j'ai trouvé brillamment utilisé, très clairement. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je pourrais très clairement vous révéler son identité, puisque cette révélation, elle intervient dès la 3e page, en fait. C'est même pas du spoil. Dès la 3e page de l'histoire, on sait qui est le méchant qui se cache derrière ses plans machiavéliques. Je ne le ferai pas quand même. D'ailleurs, c'est un peu un défaut, en fait. En ce qui me concerne, ça m'a un petit peu déstabilisé de savoir aussi vite qui allait être derrière la destruction programmée du groupe. J'aurais préféré qu'on me laisse un peu mijoter, qu'on me laisse un peu enquêter, qu'on me laisse dans le flou et pas qu'on me dise tout de suite ce sera lui. Voilà. Bref. Tower of Babel, ça nous raconte, comme je viens de le dire, la destruction programmée du groupe. Tous les membres de la GL vont être attaqués personnellement. Leurs faiblesses vont être exploitées jusqu'à leur mise au tapis. Très clairement, ils vont être mis au tapis, ces personnages, ils vont être écartés, mis hors d'état d'agir, de manière extrêmement brutale, extrêmement soudaine. Et c'est assez impressionnant. Alors on sait qu'à la fin, voilà, ils vont se relever, ils vont aller affronter le méchant, et ils vont vaincre. D'ailleurs, c'est une histoire d'ici, c'est du mainstream, donc voilà, il n'y a pas de surprise à avoir à ce niveau-là. Mais même en sachant cela, t'as quand même mal pour eux. Et ça fait du bien, bordel, avoir mal, ça fait du bien, c'est un peu bizarre. Ce que je veux dire, c'est que ça fait du bien de ressentir des choses pour les personnages que tu aimes. Ils sont vraiment mis à mal pour le coup. Aquaman, ici, il est aspergé d'un gaz de peur, semblable à ceux qu'utilise Jonathan Crane, et c'est pas pour rien, mais je n'en dirai pas plus, qui fait qu'il a une phobie de l'eau exacerbée. Il a une peur bleue, sans mauvais jeu de mots, de rentrer en contact avec cet élément qui lui est pourtant vital, beaucoup plus qu'à n'importe qui. En plus, Mark Waid, c'est un grand amoureux du Silver Age, donc on nous ressort un petit peu le refrain comme quoi Aquaman, sorti trop longtemps de la flotte, et ben il mourrait déshydraté. Bon, ça c'est quelque chose qui a été amené à changer dans les années 90, puis au final maintenant c'est pas vraiment où on en est. En fait, c'est en fonction du scénariste. Voilà, c'est en fonction du scénariste qui va écrire le personnage. Est-ce qu'il a encore cette faiblesse ou pas? Bon, ça dépend des histoires, enfin bref. Comme des mouches, les uns après les autres, nos héros préférés tombent. Et ça, c'est vraiment génial. L'autre grande force, c'est que ça interagit directement avec le lecteur. Ça interagit directement avec toi, ça te fait te poser des questions sur la réalité du monde.
Ça enseigne une moralité que j'aime beaucoup et qui est probablement la moralité que j'avais déjà prévu d'enseigner à mes gamins quand ils seraient en âge de la comprendre, parce que là, calme-toi, ils ont 1 an et demi et 3 ans. Cette moralité, c'est ne fais confiance à personne dans ce bas monde, pas même à toi-même. Alors c'est très grave dit comme ça, mais réfléchissez, méditez là-dessus. Ne faites confiance à personne, pas même votre propre femme, votre sœur, votre père, pas même vos propres enfants. Vous ne pouvez faire confiance à personne, même à vous-même. Qui te dit que dans 5 ans, dans 10 mois ou peut-être même demain, tu ne feras pas quelque chose qui jouera contre toi. C'est pour cette raison que je dis que tu ne peux même pas te faire confiance en fait. Parce que sans même le savoir, tu peux toi-même te mettre des bâtons dans les roues. Tu peux toi-même trahir un secret que tu avais juré ne pas trahir. Tu peux toi-même exposer à tes adversaires ou à tes ennemis tes propres faiblesses. Tu peux être ton pire ennemi, tu peux être ton pire cauchemar. Donc si tu ne peux pas te faire confiance à toi-même, c'est pas pour faire confiance à qui que ce soit d'autre, même à tes propres enfants, même à tes propres parents. Et c'est très clairement ce qu'enseigne en partie Tower of Babel. Et j'aime, moi, quand un récit me fait vibrer, me fait vivre, en fait, me fait me poser ce genre de réflexion. Bref, on a plusieurs dessinateurs sur cet arc, ce qui pose des problèmes de cohérence graphique. On a Howard Porter qui était jusque-là, qui le restera d'ailleurs pendant pas mal de temps, hein, le dessinateur principal de la série JLA. Howard Porter, c'est jamais moche, c'est jamais beau. Preuve en est cette case, qui en soi est sublime, j'aime beaucoup. Ce Superman à contre-jour avec le soleil dans le dos, là, on ne sait pas s'il est menaçant, on ne sait pas vraiment, en tout cas il est grandiose, quoi. Donc c'est beau, mais une fois de plus, ça manque d'ampleur, et une pleine page, ça aurait beaucoup plus envoyé, quoi. Voilà, une pleine page, ça l'aurait beaucoup plus fait. Et ça, c'est vraiment le problème que j'ai avec Howard Porter. Qui plus est remplacé de temps en temps par d'autres dessinateurs qui n'ont pas son talent, qui sont encore moins bons, c'est vous dire. Voilà, par exemple. C'est problématique parce qu'en fait, on est sur une superbe histoire, mais le dessin lui fait pas honneur. Là, pour le coup, c'est Steve Scott qui écrit le chapitre 4 de Tower of Babel. Et ben, je vous laisse regarder, c'est moche, quoi. Martian Manhunter est cubique. Les visages se ressemblent beaucoup d'un personnage à l'autre. Pas forcément au niveau de la morphologie du faciès, mais plutôt au niveau des expressions faciales. Et puis certaines d'ailleurs, des expressions faciales qui sont complètement improbables. Regardez Batman, la moue qu'il fait ici. Très étrange, le mec est comme ça. Donc ouais, non, c'est vraiment la partie qui pêche le plus, c'est le dessin, une fois de plus. Dommage, parce que vraiment, l'arc en lui-même est excellent. Et comme j'expliquais, ça va avoir des répercussions sur les arcs qui vont suivre, notamment celui-ci, que j'aime beaucoup. Bam, qui s'appelle, hop, j'ai pris mes notes, La Reine des Fables, épisode 47 à 49. Toujours marqué de scénario. Une histoire assez atypique, pour le coup, que j'ai beaucoup apprécié. Une sorcière, c'est une reine maléfique, tout droit issue d'un conte de fées à la Blanche-Neige ou Cendrillon, qui était jusque-lors prisonnière dans un grimoire maléfique, et qui parvient à s'en échapper, et qui va coloniser Manhattan et en faire son terrain de jeu. Bam! Regardez-moi ça, si c'est pas sublime! Enfin, on a un visuel qui envoie, bordel! Bam! Enfin, on a des doubles pages magnifiques, là, de la couleur, ça, waouh! Ça envoie du lourd. C'est Brian Hitch au dessin. C'est Brian Hitch au dessin qui remplace Howard Porter au niveau du dessinateur principal, justement. Et putain, enfin, voilà, il fallait attendre l'épisode 47 pour avoir un dessin à la hauteur de l'équipe, à la hauteur de la Justice League. Et là, j'ai rien à redire. C'est sublime. Les personnages sont grandioses, les décors aussi. On a Manhattan qui est complètement recouverte par de la végétation. Je trouve l'idée très très bonne. Et donc, voilà, référence aux contes de Grimm, Hansel et Gretel, La Belle au bois dormant, enfin tous ces contes-là, quoi. Et on fait vivre, en fait. En fait, c'est une mise en abîme. Des super-héros issus de comic books américains qui doivent faire face à des personnages légendaires de contes européens. Je trouve l'idée très très bonne. Et une fois de plus, c'est original, bordel. Ça change de ce qu'écrivait Morrison, avec ses menaces nucléaires et ses anti-soleils, je sais pas quoi.
C'est beaucoup plus original. Ça plairait pas à tout le monde parce que c'est assez osé. Je vais vous montrer cette page-là, qui en dit long. Mais au moins, pour le coup, ça change. Et puis là, c'est que Manhattan qui est attaqué, c'est pas la Terre, tu vois. Donc, on redescend d'un niveau ou deux en termes d'enjeu. Et hop, je vous montre les visuels parce que franchement, je trouve cette partie magnifique. Hein. Brian Hitch, là, c'est très clairement le meilleur dessinateur de la série jusque-là. Et puis enfin, tout ça débouche sur l'arc probablement le plus long du livre. Hein. 50 à 54. Ouais, tu me diras, ça se tire la bourre avec Tower of Babel. C'est à peu près le même nombre d'épisodes. Celui-ci s'appelle Homme et Surhomme. C'est le dernier arc du livre. Et en fait, là, on est sur les conséquences directes de Tower of Babel. Parce qu'en fait, à la fin de Tower of Babel, il y a eu une restructuration de l'équipe, une reconfiguration de son roster. Je ne peux pas trop en dire. Et donc là, l'équipe va devoir se reconstruire de l'intérieur, en fait. Parce qu'évidemment, la confiance n'existe plus. Et ça va être très compliqué, en fait, pour les personnages de collaborer, de se faire de nouveau confiance, justement, et d'être aussi efficace qu'avant. Parce qu'en fait, c'est ça, l'efficacité du groupe, elle vient de là. Elle vient du fait que c'était une famille. Avant que leur plus sombre secret, que leur faiblesse ne soit dévoilée quasiment au grand jour. Donc en fait, la menace est venue de l'intérieur. Et elle a détruit le groupe de l'intérieur. Et donc, on est sur une équipe qui bat clairement de l'aile. Et qui va devoir faire face à des problèmes pas forcément aussi importants qu'on avait chez Morrison. Mais étant donné que l'équipe est... Je ne veux pas dire dissoute, le terme est fort parce que ce n'est pas le cas, l'équipe existe encore. C'est juste qu'elle est, elle est plus aussi organisée, plus aussi soudée qu'avant. Et ben, le moindre problème prend des proportions démesurées. Ça, en fait, tout devient beaucoup plus difficile pour eux. Et rappelez-vous, dans le tome 4, j'avais demandé des arcs beaucoup plus intimistes, pourquoi pas des histoires dans lesquelles en fait on séparerait l'équipe en plusieurs parties, tu sais, en équipe de 2, en équipe de 3, pour mieux apprendre les personnages, pour mieux comprendre les liens qui les unissent, enfin voilà, comment est-ce qu'ils pourraient interagir entre eux. C'est très clairement ce que fait au début de cet arc, Mark Waid. Voilà, il va scinder l'équipe en groupe de 2. Intelligemment choisi d'ailleurs, parce que ça raconte quelque chose. Bref, je peux pas trop en dire. C'est toujours très compliqué de faire ce genre de review parce qu'il y a beaucoup à dire, mais l'idée c'est de vous envoyer acheter les bouquins, tu vois. C'est de vous donner envie de vous procurer, de vous plonger dans l'aventure. Donc je vais pas commencer à vous raconter le scénario. Je peux me contenter de vous montrer ce genre de double page, pas forcément des plus belles pour le coup, parce que Brian Hitch n'officie pas sur l'intégralité de l'arc malheureusement. Et vous, comme vous pouvez le constater, son remplaçant est loin d'être aussi bon. Oh, on voit la différence. Sans déconner, hein, regarde. Hop. Et quand tu repasses à Brian Hitch, tout de suite, c'est beaucoup plus souple. Beaucoup plus fin. Cet arc, homme et surhomme, permet également de souligner l'importance d'un des personnages du groupe. Non pas qu'il soit plus important que les autres, parce qu'en fait, on va très vite comprendre dans cette succession d'arcs que sont Tower of Babel, la reine des fables et Homme et Surhomme, que tous les personnages ne sont pas dans la Justice League pour rien. Ils ont tous un rôle à jouer, ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Et il y en a un duquel on pourrait douter de par sa condition humaine, allez, je vais le dire Batman, parce qu'à un moment donné, il faut quand même dire les choses, de par son statut de simple humain qui n'a pas de pouvoir, qui n'est pas un méta-humain, pourquoi est-ce qu'il est dans une équipe de demi-dieu, lui? Voilà. Comment a-t-il fait pour mériter sa place? Est-il légitime dans ce groupe? Cet arc va parfaitement y répondre. J'en dis pas plus. Bref, très clairement, le meilleur volume de la série Justice League of America. Je rappelle qu'il y a 6 tomes plus un tome 0, donc 7 en tout. Et depuis le départ, celui-ci est sans conteste le meilleur. Vraiment. Là, il n'y a pas photo. Le tome 5, il est mais 15 niveaux au-dessus des autres. Parce que c'est pas Morrison. On a des récits limpides, ça coule de source. Et pourtant, c'est simple, mais jamais simpliste en fait. C'est-à-dire que ça propose vraiment des enjeux au sein du groupe, des développements de personnages, des situations, je ne vais pas dire inédites, parce qu'inédite, ça voudrait dire que j'ai lu tout ce qui s'est fait dans les années 60 et tout concernant la Justice League, ce qui est très très loin d'être le cas. Donc peut-être que ça a déjà été fait. D'ailleurs, je pense que Tower of Babel
l'un des éléments de Tower of Babel, de la tour de Babel, arrête de prendre cet accent débile là. L'un des éléments de la tour de Babel est une réponse directe à un épisode de la Justice League qu'aurait lu Mark Waid quand il était gamin dans les années 60. Je fais cette hypothèse, mais je pense qu'il a lu quelque chose dans les années 60 qui l'a marqué, et en réponse, il a en partie écrit la tour de Babel. D'où l'intelligence de ce mec, quoi. Il fait référence à des trucs du Silver Age en apportant une réponse moderne qui peut se lire en one shot. T'as pas besoin de lire le truc des années 60 en question, mais au cas où tu l'as lu, ça t'apporte une espèce de suite hypothétique. L'intelligence de cet auteur, c'est incroyable. Et donc, comme je le disais, le tome 5, c'est très clairement le meilleur de la série, et j'irai même plus loin, vous pouvez le lire sans lire le reste. Très clairement. Alors, ça plaira pas à tout le monde de commencer une collection avec un tome 5. J'en fais partie, j'ai la collectionnite aiguë autant que vous, et ça fait chier d'avoir un tome 5 sans les 4 premiers dans la collection. Ça, c'est un truc, moi, ça m'empêche de dormir. Cela dit, tout le monde n'a pas le même budget, on n'a pas tous forcément les moyens d'acheter 7 livres. Je le dis, n'ayez pas peur de ne partir que sur le tome 5, parce que ça se lit sans les autres, en fait. Il n'y a aucun problème. En parallèle, pourquoi pas lire le tome 0 qui était Justice League Year One, vous avez l'origin story de cette équipe. Étant donné que Grant Morrison, il développait jamais ses personnages, hein, il se contentait de raconter une équipe de gentils qui affrontent des méchants, l'anti-soleil, je sais pas quoi. Étant donné qu'il n'y avait jamais de conséquences entre ces arcs, preuve en est, il a fait péter Karachi sous une bombe nucléaire. Karachi existe encore ici, on la mentionne. On ne la mentionne pas parce qu'elle s'est fait péter dans l'arc précédent, non. On la mentionne comme étant une ville qui existe toujours, en fait. Donc, il n'y a eu aucune conséquence à tout ce qu'a fait Morrison. Ces personnages n'étaient pas du tout développés. Et ici, on revient à une équipe beaucoup plus restreinte. L'équipe qu'on connaît. La Justice League traditionnelle. Ce qui n'était pas le cas chez Morrison. Donc, en fait, tous ces éléments mis bout à bout font que tu as l'impression de repartir sur une toute nouvelle aventure qui ne nécessite très clairement pas de se taper les Morrisonneries d'avant. Voilà. Il n'y en a pas besoin. Bref, donc ouais, très très bonne lecture le tome 5. Il me restera le tome 6 à chroniquer et puis après, eh bien, toujours dans la même série, on arrive sur Joe Kelly. Je suis content parce que Joe Kelly, c'est déjà lu. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos concernant cette série. Hein. Ça s'appelle Joe Kelly Present Justice League of America. Et du coup, je me rends compte que cette série JLA là, de 97, j'en ai lu quasiment les 3/4. Ça fait plaisir. Voilà. Je pense pas que je lirai, c'est même sûr, en fait, je lirai pas ce qu'il y a entre Mark Waid et Joe Kelly. Je m'en contrecarre un peu le cul, puis j'ai autre chose à lire. Mais voilà, vraiment, tome 5, la Tour de Babel, je pense que c'est un must-have. Et très clairement, ça aurait été aussi pas mal d'avoir juste la Tour de Babel dans un petit UB07, un truc à 15 balles, tu vois. Voilà. Ça aurait pu être pas mal. Parce que vraiment, cette histoire, c'est une des meilleures de la Justice League que j'ai pu lire, et vraiment, je la conseille. Voilà. Bref, sur ce, les petits gars, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. J'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. J'ai acheté des comics. J'étais pas censé en acheter avant au moins la moitié de l'année, pour des raisons financières. Et j'ai craqué, parce que c'est plus fort que moi. C'est comme une drogue, finalement, en fait. Il y a un moment donné, il faut ta dose. Donc je pense que la prochaine fois que vous verrez ma gueule dans cette voiture, ce sera avec un petit carton qui vient du Texas. On va se faire un petit plaisir. Allez, ciao les zingues. Meow.